Faudrait que tu tiennes un double. Ouais. Ouais. J'ai déjà très chaud. Pour une fois qu'on me verra boire un peu d'eau. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cinéma français parce que j'ai été voir pas mal de films français qui sont sortis en salle ces dernières semaines et donc j'avais un petit peu envie de vous parler de mon ressenti. Il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai vraiment détesté. On va partir là-dessus. Et si tu me laisses toute seule, qu'est-ce que je fais? Bon, ok. Bon, et salut, bonjour. Je m'incruste juste une petite minute. Tu vas parler cinéma français, tu sais que les gens et cinéma français, ça fait vraiment deux. J'avais cru comprendre. Ouais. Je te lance un défi, Marine. Tu vas avoir 2 minutes par film. Donc 2 minutes pour les descendre ou pour les défendre? 2 minutes pour les descendre ou les défendre. Okay. Bien sûr, dis ce que tu as envie de dire. Mais si jamais, toutefois, il s'avérait que tu dépasses ces 2 minutes, les gens décideront d'un gage pour la prochaine chronique. Est-ce que le gage, ça sera quel ordre d'idée? Est-ce que c'est me taper Marine, tous les films avec Christian Clavier ou est-ce que c'est me couper un bras? Je suis en train de bousiller le timing, donc je te laisse reprendre. À tout de suite et moi je lance le chronomètre. Ok. Ok. On commence avec 2 mois, le nouveau film de Cédric Klapisch avec Anna Girardot et Françoise Civil. Alors en fait, celui-ci, je l'ai vu hier soir. Et quand j'en suis sortie, très sincèrement, j'étais un petit peu mitigée parce que je me suis dit que finalement, le film manquait un peu de rythme, manquait un peu d'enjeu. Et là, plus j'y repense et plus je me dis que non. En fait, le film, il est très touchant, il est assez sensible et il est donc plutôt réussi. C'est un film qui joue beaucoup sur le montage et sur l'espace. Parce qu'il raconte l'histoire de 2 personnages assez solitaires qui ont une trentaine d'années, qui vivent à Paris et qui sont assez malheureux en fait dans leur vie et qui vont passer leur temps à se croiser dans Paris sans jamais se rencontrer. Cédric Klapisch, ce qui est bien, c'est que c'est un cinéaste qui aime l'humain. C'est un cinéaste, on le sent, qui aime écrire des personnages complexe, attachant, qui sait extrêmement bien diriger ses comédiens aussi. Et pendant tout le film, il réussit à osciller entre le rire et l'émotion. Et ça, il le fait vraiment très bien. En revanche, j'ai quelques réserves par rapport au fond du film. C'est-à-dire qu'on sent un petit peu trop que Klapisch a voulu faire un film générationnel. On sent un peu trop qu'il a voulu nous dire « Est-ce que vous avez vu à quel point je sais sentir l'air du temps, à quel point mon film est vraiment ancré dans mon époque ?» Et ça, c'est pas très subtil finalement. C'est-à-dire que le message que le film nous rabâche, c'est que, on a beau vivre dans des grandes villes, on a beau être connectés, être reliés les uns aux autres avec tous les réseaux sociaux qu'on a, finalement, on n'a jamais été aussi seul. Et ce message-là, je l'ai trouvé pas très subtil et finalement pas très moderne non plus. Voilà. Alors c'est beaucoup trop court, Marine, c'est beaucoup trop court. J'ai à combien? C'est nul. Ouais. T'es à 1 minute 30, c'est n'importe quoi. Et écoutez ce que tu disais. Est-ce que c'est pas propre à Klapisch justement d'avoir un message un peu trop appuyé? C'est-à-dire qu'on comprend vraiment ce qu'il veut dire. Après, je pense en fait que c'est vraiment un cinéaste qui s'est fait justement connaître avec des films générationnels comme le Péril jeune, comme l'Auberge espagnole, et il est très bon, je pense, là-dedans. Après, j'ai pas revu justement ces films-là depuis, donc peut-être que mon avis aurait évolué. Mais là, c'est vrai que sur celui-ci, ça manquait de délicatesse, de finesse. Ouais. Marine, je t'abandonne, je te laisse. Tu vas pisser? Tu as 2 minutes. T'as 2 minutes pour pisser. Waouh. Je vais montrer mes pieds aux gens. Parce que je pense que Tarantino... Le prochain défi, ça va être lave-toi les pieds, Marine. Mais en fait, toi, t'es un briseur de lampes. Ok. Attends. Un autre film qu'on pourrait qualifier de générationnel aussi, Tu mérites un amour de Afzia Herzi. Alors... elle, à la base, elle était surtout comédienne, en fait. On l'a connue chez Keshish, dans La Graine et le Mulet. Là, c'est son premier film en tant que réalisatrice. Elle joue aussi dedans. C'est l'histoire, d'une nana, d'une jeune femme dans Paris, qui se sépare de son copain, qui veut se remettre avec, qui se rend compte qu'en fait, il la trompe. Gros bâtard. Pardon, je me suis un petit peu enflammée. Non, c'était pas pour toi. C'était pas à toi que je pensais. Et voilà. Et donc, en fait, elle va finalement partir dans une sorte d'errance, mais d'errance joyeuse. Où elle va rencontrer tout un tas de mecs et de femmes aussi, et finalement elle va finalement redécouvrir son désir, ses envies, se redécouvrir elle-même et reprendre confiance en elle. L'intérêt majeur de ce film, c'est qu'il a été entièrement autoproduit par Afzia Herzi. Elle n'a pas voulu attendre en fait que le film se monte avec des producteurs, etc. Donc elle l'a fait toute seule. Et ça se ressent dans le bon sens du terme. Agnès Varda disait notamment, et je suis entièrement d'accord avec elle, que normalement, quand on est réalisateur, entre le désir de faire un film et le moment où on commence à le réaliser, l'idéal serait qu'il y ait le moins de temps possible pour garder une sorte d'énergie créatrice. Et je trouve que c'est très vrai. Et là, Afzia Herzi, elle a mis ça en pratique.
parce que on a certes un système de subvention d'aide en France pour le cinéma qui est très bien, et heureusement qu'on a ça parce que ça permet à tout un tas de gens de faire leurs films. Mais j'ai eu un moustique dans l'oreille. Je vous jure. On peut faire un stop parce que là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il a voulu rentrer dans moi. Bref. Et voilà. Et le contre-coup de ça, eh bien, c'est que malheureusement, le temps de demander des subventions, de trouver des fonds pour monter son film, parfois, ça met très longtemps à se monter. Et donc, Avdia Herzi a tout fait par elle-même. Elle a fait son film avec un budget très minime, et ça se sent. Il y a une spontanéité, il y a une fraîcheur, il y a un truc très moderne, très instinctif, qui fait vraiment plaisir à voir. Très bien. Je dépasse. Félicitations. Non, C'est bon? Pile dans le temps. Est-ce que j'ai une mèche comme ça qui tourne, là, joueur de ça? Est-ce que j'ai une mèche? Moi. Non, vraiment, est-ce que... Oh mon Dieu, j'ai cette mèche qui tombe, c'est le mulet. J'ai horreur de ça, ça me fait un mulet et tout, c'est dégueulasse. Dior. J'adore. Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin, qui était en compétition officielle au dernier Festival de Cannes. C'est un film qui m'a beaucoup agacé. C'est un film que j'ai trouvé extrêmement chichiteux, extrêmement autorisant. Et en fait, je crois que c'est justement un peu tout ce qu'on pourrait reprocher au cinéma d'auteur français. Et j'ai, entre autres, pas aimé la vision dont la police est représentée en fait dans le film. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'angélisme dans cette vision. Pour vous donner une petite idée, voilà, le film donc se passe à Roubaix, hein, comme le titre l'indique, et non pas à Marseille. Et on suit un inspecteur de police interprété par Roche Dizem. Le mec aime tellement son métier que lorsqu'il a fini de travailler le soir, il ne va pas dormir chez lui. Non, il va en cellule avec les gens qu'il a arrêtés dans la journée pour parler avec eux et pour comprendre pourquoi ils sont devenus méchants dans la vie. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors après, la façon dont la police est représentée dans les films français, je pense que ça mérite une vidéo, parce que c'est très intéressant. Parce que entre le cinéma de Xavier Beauvois, celui de Maïwenn, celui de Tavernier, celui d'Olivier Marchal, il y a plein de façons différentes de représenter la police, certes. Là, celle-ci, elle m'a un petit peu agacée. J'ai trouvé ça un petit peu too much. Autre chose aussi, le rôle de Léa Seydoux, le personnage joué par Léa Seydoux, qui est quand même censé incarner une alcoolique de 30 ans qui vit à Roubaix depuis toujours. Non, en fait, on n'y croit pas une seconde. Elle est née dans le 16e et en fait, ça se voit sur son visage. Elle a l'air de sortir d'une pub Dior, en fait. Donc, ça serait bien de prendre les gens qui ont la tête de l'emploi parce que c'est pas ça qui manque, hein, je pense, dans les comédiens français. Et c'est vrai que toutes ces petites choses, un peu, moi, m'ont vraiment fait sortir du film. Mon agacement a pris le dessus sur le plaisir que j'aurais pu avoir à apprécier ce film parce qu'il est quand même très bien mis en scène. Ça, c'est un fait. Ça m'a beaucoup agacé. La vision de Roubaix aussi. Je crois que Arnaud Desplechin vient de Roubaix, en fait, il me semble qu'il est né là-bas, et que ce film était une sorte d'hommage à sa ville. Bah, moi, j'ai un peu connu Roubaix, je crois qu'on n'a pas vécu dans le même Roubaix, hein, clairement. Oh putain, elle était forte, hein? Ah bon? Mais cool. 58, quoi. Je pense que ça va. Oh non, en fait, bof. Je sais pas si toi t'as ça parfois, mais moi en fait j'ai un sous le bras parfois, je fais oh bizarre, ça sent mauvais, et l'autre ça va. Alors, je me sens très peu sous les sous-bras parce que sinon je tombe dans les pommes. Du coup, moi je me contente de faire sentir aux gens. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Pareil, lui était en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Je l'ai découvert là-bas et sincèrement, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un sérieux candidat pour la Palme d'Or. Bon, il l'a pas eu. Déjà, par rapport aux deux comédiennes principales, Noémie Merlan et Adèle Haenel, qui sont exceptionnelles et qui sont extrêmement complémentaires à l'écran. Et pour cause, le film raconte une romance lesbienne, donc forcément interdite puisqu'elle se passe au XVIIIe siècle, si je me trompe pas, entre une peintre et son modèle. Le film est indéniablement beau. Par contre, je préfère vraiment vous prévenir, le film est très lent. Quand je dis qu'il est très lent, c'est-à-dire que l'action prend son temps, c'est-à-dire que même que les comédiens prennent leur temps, que leur phrasé est très lent, que même leurs mouvements sont lents. Donc si vous êtes plutôt branché Fast and Furious, sincèrement, passez votre chemin, parce que vous allez péter un plomb devant le film. En dehors de ça, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce film, c'est qu'il est assez symptomatique d'une tendance actuelle du cinéma français que je trouve très intéressante et qui s'est remarquée à Cannes, c'est la perméabilité entre les genres. Je m'explique. Dans Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film très classique, hein, un drame, un film en costume, il y a pas mal d'éléments qui appartiennent au cinéma fantastique, qui sont insérés dans le film. Mais le film n'est pas pour autant un film fantastique, c'est vraiment un drame. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne vraiment une étrangeté qui est assez fascinante au film. Et c'est vrai que ce n'est pas le seul film en fait à faire ça.
par exemple, à Cannes, on a vraiment remarqué cette tendance du cinéma de genre à s'incruster dans le cinéma un peu classique, dans le cinéma d'auteur. Il y a par exemple eu Zombie Child de Bertrand Bonello, il y a également eu un film qui s'appelait Vive Argent, qui commençait comme un film d'auteur, comme une romance parisienne, et qui en fait s'avérait être un film de fantôme. Voilà. Mais merde! J'ai encore eu? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça c'est mes chaussettes! Non mais oui, mais ça c'est mes chaussettes, je te rassure. J'ai des machins noirs sur les pieds. La meuf a le cancer des pieds, hein, je tiens à le dire. Ok. Bah ça va, excusez-moi de vouloir vérifier l'exactitude. Dernier film. C'est le plus ancien, je ne sais même pas s'il est encore en salle, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Et là, je peux vous dire que je pense que ma déception ne va jamais être contenue dans 2 minutes. C'est Une fille facile de Rebecca Zlotowski. Déjà, rien qu'à dire son nom, je perds 10 secondes à la réal. J'aimais énormément cette femme Pazaya, Rebecca Zlotowski. J'avais découvert son cinéma avec Grand Central, un film que je vous conseille beaucoup, un film avec Tahar Rahim, qui était une sorte d'histoire d'amour adultère sur fond de centrale nucléaire. Je vous conseille. Et donc là, elle a fait d'autres films entre-temps. Elle revient avec Une fille facile, qui est le premier rôle au cinéma de Zaya, qu'on connaît surtout pour avoir été escorte. Et le problème, c'est que le film est construit en fait autour de la fascination qu'a la réalisatrice pour Zaya. Et le film est complètement vide et complètement creux. Ça raconte... Zaya joue une jeune canoise qui vit en fait en couchant avec des hommes riches qui la payent et qui lui offrent des cadeaux luxueux. Voilà, c'est une sorte de pute de luxe. Et elle va passer un été avec sa jeune cousine qui est complètement fascinée par elle. Le problème du film, c'est qu'il ne produit aucune réflexion. C'est-à-dire que sur le thème de la fille facile, il y avait plein de choses à dire en fait. Il y avait plein de pistes à explorer. C'est quoi une fille facile? C'est quoi une femme libre en 2019? Est-ce que l'argent permet d'être libre? Il y avait plein de choses à dire. Et le film, élu de tout ça, le film s'en fout. En fait, le film est une sorte de nanar au sens où c'est un film complètement raté, mais un peu sympathique, parce qu'il est bien filmé, parce que les acteurs sont beaux, parce que il y a des beaux décors, il y a une jolie lumière, mais c'est complètement foiré. Et là, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule quand même contre une certaine partie de la critique française qui a encensé Zaya au moment de la sortie du film, en disant qu'une actrice était née. Enfin, est-ce que vous avez un peu analysé son jeu, ou est-ce que, je sais pas, vous êtes juste focalisé sur ses nibards, parce que, son jeu est catastrophique. Ça fait partie, c'est en grande partie à cause de ça que le film est foireux. C'est que Zaya joue extrêmement mal. La réalisatrice a dit notamment que ce qui l'avait intéressé chez Zaya, c'était le fait qu'elle parle comme un personnage dans les films de Rohmer. Mais je crois que personne n'aime comment les gens parlent dans les films de Rohmer. En fait, c'est hyper agaçant. Et donc, voir Zaya jouer comme ça pendant tout le film, c'est extrêmement malaisant. D'autant plus que sa partenaire de jeu, donc la comédienne qui joue sa cousine, est extrêmement naturelle. Elle joue super bien, elle a un jeu super juste. Et donc, Zaya souffre vraiment de cette comparaison. Et il y avait un magazine français qui avait titré au moment de la sortie du film « Et Dieu créa Zaya ». Et pour cause, dans le film, il y a énormément de références à Brigitte Bardot. Donc Brigitte Bardot qui s'est fait connaître grâce à « Et Dieu créa la femme », le dieu, n'importe comment, le film de 1956. Sauf que comment peut-on oser comparer Zaya et Brigitte Bardot? Je veux dire, même si en effet il y a énormément de références à Brigitte Bardot dans le film, dans le sens où Zaya est... Putain, il y a un moustique, mais genre j'en ai marre. Zaya est habillée comme elle est coiffée comme elle a un peu le même phrasé, etc. Son corps est filmé de façon très sensuelle, un peu comme Brigitte Bardot dans Le Mépris de Godard. Mais on peut pas comparer, parce que Brigitte Bardot, en 1956, avec son premier film, c'est devenu une icône parce qu'elle symbolisait l'émancipation de la femme. Parce qu'en 1956, les femmes, c'était pas la joie en fait. Et Brigitte Bardot incarnait vraiment cette liberté de la femme. Un truc extrêmement sexy, extrêmement sensuel, extrêmement sauvage et très libre. Zaya, elle évoque juste une certaine vulgarité qui n'a aucun intérêt. Donc on peut pas comparer les deux. J'ai vraiment été déçue par ce film. Je m'en remets pas. Marine. J'en peux plus, je suis en nage. Je te décaler un petit peu. Je suis en nage. Marine. Heureusement, il m'en reste une autre. Du coup, on voit plus. On te voit plus, reviens quand même avec nous.
Tu as malheureusement dépassé le chrono. Ouais, moi, ça, je l'avais annoncé, ouais. Tu t'en es très bien sorti sur tout le long. Hein. Franchement, t'as été hyper Et puis, à ça de la ligne d'arrivée, blam. À côté, j'ai envoyé des moustiques pour te faire perdre du temps et tout. Il y a rien à faire, t'étais très pro, vraiment bravo. Sauf que du coup, je pense que lors de la prochaine chronique, les gens là, allez-y, lâchez-vous. Alors tu feras quoi? Un petit tweet, un petit Insta pour déterminer quel sera le gage? Bonne question. Je ne sais pas. Plutôt. Non, on va vous proposer de mettre en commentaire juste en dessous. Ouais. Mettez toutes vos idées de gages. Voilà. Évidemment. Par exemple, je lui chatouille les pieds pendant qu'elle fait sa critique, des conneries comme ça, quoi. Est-ce que t'as vraiment envie de chatouiller ces pieds-là? Oh mon Dieu. Parce que... Mon Dieu. Non, t'as bien parce que ça c'est plutôt un gage pour toi là. Hein. C'est pas pour moi. C'est vrai. Enfin, je compte sur vous en fait pour trouver des gages rigolos et pas trop obscènes, s'il vous plaît. Évidemment, qui n'inclut pas de la nudité, car je ne suis pas Aya, comme vous vous êtes rendu compte. Et n'hésitez pas aussi à me dire peut-être vous ce que vous avez pensé des films que j'ai chroniqués très rapidement là. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties françaises que vous attendez. Tu sais quoi, je m'éclipse et je te laisse continuer et conclure. Tu vas chier ? Non mais c'est tout. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique. J'espère que j'ai un petit peu contribué à ma modeste échelle à rendre le cinéma français un petit peu moins chiant. Et on se retrouve bientôt peut-être pour une chronique de ce genre-là ou pour une autre, d'un tout autre style. Je ne sais pas. Ciao.